Florian. Et puis surtout, merci de m'accueillir sur ton groupe. Euh, donc un groupe bien sympa, j'imagine. J'y passe de temps en temps, je vois quelques publications. Je sais que tu as pu partager déjà certaines chroniques concernant mes bouquins, et je te remercie. Donc là, je suis super content d'arriver à pouvoir discuter un petit peu avec les lecteurs. Je l'ai encore pas fait durant toute la durée du confinement, puisque je me puisque je me suis bien confiné durant ces 5 semaines, pendant lesquelles j'ai écrit. J'ai pas mal écrit. Euh, Cela dit, moi j'étais confiné, je me confinais volontairement, on va dire, depuis de longues semaines, voire même ça, de longs mois, puisque j'étais sur l'écriture de mon roman à venir. Donc voilà, on va parler, je crois, de tout ça. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà là. Je vois ici Nathalie, salut, Linda, hello. Donc c'est parfait si on m'entend bien. Et je pense que Nathalie, pour répondre à ta question, tu arrives à mettre un post, vu que je viens de lire que tu n'arrivais pas à mettre un post. Donc comme vous le voyez, je me suis fait tout beau pour vous. Je me suis coiffé, la barbe aussi, hein, puisque ça c'est le défi confinement, puisque le confinement ça me barbe, et du coup je garde la barbe. Donc voilà, on va démarrer, je pense. Pour donc l'idée de ce petit live, comme j'ai pu le constater avec des collègues à moi, c'est de se présenter déjà un petit peu soi-même, et puis de présenter ce qu'on a pu écrire jusqu'à présent. Et éventuellement, et c'est ça qui m'intéressera le plus, c'est de pouvoir discuter avec mes lecteurs, avec mes collègues auteurs aussi, j'en vois certains, et voilà, pouvoir échanger un petit peu de manière sympathique, détendue, entre confinés. Voilà. Alors, pour parler de moi, qu'est-ce que je peux dire? Pas grand-chose, parce que quand on me demande souvent de me présenter, je trouve pas que ce soit l'exercice le plus facile à faire. Parler de moi, je ne sais pas si ça a véritablement un intérêt. Sébastien, que c'est mon nom de plume et mon nom de baptême. On me demande pourquoi parfois j'ai la vidéo saute comme ça, j'ai l'impression de faire Smurf. On me demande salut Virginie, moralité, le confinement ne change rien à ta vie, ouais. Ah ça y est, je vois défiler les trucs, je voyais rien du tout, maintenant ça n'arrête pas, j'ai raté plein de choses. Bon, il y a Laurel, salut, quel bel homme il dit. Notre Premier ministre niveau barbe, ouais, sauf que moi je blanchis des deux côtés en fait, j'arrive pas à faire que un côté. Alors je serai peut-être jamais Premier ministre. Hein. Donc Virginie, le prochain puzzle, je sais pas, là le dernier c'était 3000, donc on va essayer de taper du 4000 maintenant. J'ai vu pas mal de gens qui m'ont envoyé des liens pour ce fameux grand puzzle Kodak là de 51 300 pièces. Tout le monde me dit c'est pour toi, mais enfin moi j'ai pas 9,50 m de long de dispo dans mon bureau. Donc voilà, peut-être quand je serai en retraite que j'aurai une pièce dédiée. Voilà, je relis un petit peu et je regarde un peu qui est là. Laure, hello, Lorenza, Lauriane, Bailey, Aurélie Laval, Rime, Francine, Raphaël, salut, Nathalie. Moi je suis stressé, Nathalie. Pas du tout. Je suis jamais stressé. Moi j'adore ça ces vidéos. Non, je suis stressé de parler de moi, c'est tout. Willy, quand viens-tu à Bruxelles? Bah oui, quand je viens à Bruxelles, quand on est déconfiné, j'étais sur la liste d'attente là pour aller à Mons. J'espère pouvoir être retenu et puis surtout pouvoir venir à Bruxelles.
Donc, revenons à nos moutons pour l'instant, puis après je répondrai à toutes les questions. Très rapidement, donc, Sébastien Théveny, je l'ai dit, ça c'est moi, c'est mon nom de plume et c'est mon nom de baptême. Pourquoi j'ai fait le choix de garder mon véritable nom? Parfois, je me dis que j'ai peut-être fait une connerie, que c'est pas mal de rester un petit peu anonyme pour la confidentialité, mais en fait, quand j'ai commencé à écrire et à publier, c'est tombé, disons, avec ça a coïncidé avec la mort de mon père, et puis j'ai voulu lui rendre cet hommage. En fait, je sais qu'il est fier de voir des bouquins avec mon nom de famille dessus, et voilà. Donc c'est pour un hommage au papa. Philippe Savin qui me demande un prochain bouquin. Le prochain bouquin est-il prévu chez Robert Laffont? Je ne pense pas, d'autant que mon précédent, enfin celui encore d'avant, était chez Michel Laffont et non pas Robert Laffont, et qui n'ont pas voulu du voisin d'en face. Bon, dommage pour eux, hein, puisqu'il marche plutôt pas mal. Mais voilà, donc pour l'instant, le prochain restera encore en auto-édition, ça me va très très bien. Donc, on va continuer un petit peu comme ça. Donc, voilà, j'ai 43 ans, sinon, hein, si ça se voit là un peu, justement, au niveau de la blancheur. Il y a synonyme de sagesse et surtout de vieillesse. Donc, voilà. Je ne vais pas en raconter beaucoup plus sur moi. J'ai juste, je vais vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la plupart de ceux que je vois là par ici commenter, ce sont des gens qui m'ont déjà suivi. Raphaël, comme il y a souvent Sardou mentionné dans tes bouquins, on t'aurait reconnu même sous pseudo. C'est vrai que je voue une passion depuis très longtemps, non pas à Michel Sardou lui-même, ni à son côté réac, mais plutôt à ses textes. J'aime beaucoup ses textes, et à chaque fois, il y a certaines phrases qui me viennent en tête au moment où j'écris, et puis je trouve qu'elles s'adaptent pas mal du tout au chapitre que je suis en train d'écrire. Donc c'est vrai, en face, la discographie de Michel Sardou est assez imbriquée. Donc ouais, il y a même à la fin du bouquin justement les textes complets des chansons qui sont mentionnées dans l'ouvrage. Willy a quand une nouvelle interview avec Guillaume Sautet, quand il veut, hein, Guillaume, on n'est pas loin, hein. Il me contacte et puis on se fait ça, il n'y a pas de souci. Quand on sera déconfiné, bien entendu. Donc un petit récap de ce que Pépère a pu produire depuis le début de ses publications. Alors en fait, c'est pareil, on me demande aussi depuis combien de temps j'écris. Alors ce serait bateau de répondre que j'ai toujours écrit, mais c'est vrai que dès l'âge de 12-13 ans, je commençais à écrire des petites histoires, et puis voilà, des choses inspirées des choses vues autour de soi, inspirées des films que je voyais à l'époque, genre Rocky, voilà, des trucs. Donc je me souviens d'une des premières histoires que j'avais tapées sur une machine à écrire, c'était l'histoire d'un boxeur, voilà. Bon, c'était pas très intéressant. Ensuite, j'ai tombé tout ça, j'ai fait des études, un petit peu, fac à la Sorbonne Nouvelle, etc. Et puis après l'armée, puis après le boulot, puis voilà, les choses passent. Pendant ces années-là, j'ai beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup lu d'ailleurs, parce que je pense que avant d'être auteur, il convient surtout d'être un grand lecteur, à mon avis. Et puis, pendant cette là, j'écrivais de temps en temps des poèmes, encore des nouvelles, ça pouvait arriver. Alors je l'ai pas amené là, mais j'ai un recueil de nouvelles que j'avais édité en 2004 aux éditions Le Manuscrit, ça s'appelle, une belle arnaque, c'était bien sympa de se faire là. Mais voilà, j'avais sorti quelques nouvelles assez marrantes, un peu dans le genre de Bernard Werber, que je lisais beaucoup à l'époque, voilà.
Et ben justement, Nathalie, des auteurs fétiches. Alors ça dépend aussi des périodes. Cette période-là, Herbert que je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu aussi Max Gallo à une époque, aussi bien ses biographies historiques que ses romans de toute sa série. Je ne sais plus. Bon, voilà. Je lisais pas mal. Tiens, bah voilà, Tony, ouais, Tony amateur de bière aussi. Donc voilà, du coup, ont passé, et puis en 2004, j'ai sorti ce petit recueil-là, très confidentiellement. Il fallait acheter ses propres bouquins en plus pour les revendre, voilà. Donc j'en ai acheté 10 que j'ai vendus à des copains, que j'ai donnés à des copains et puis à ma famille. En gros, mis à part ma grand-mère et puis mon père, voilà, c'était mes lecteurs du moment. Ensuite, pareil, on rencontre une femme, on se machin, ceci, cela, et puis un jour vient on va dire le désir d'enfant, et puis ça traîne un petit peu. Alors là, à ce moment-là, il y a un petit truc qui se met en place dans ma tête, une petite idée comme ça, et je brode autour de ça. Et puis en fait, ça va donner, je pensais pas forcément arriver là, mais ça va donner un roman. Ça a donné Trouble Jeu, qui s'appelait pas comme ça à l'origine. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était que j'avais appelé ça, ou Le Reflet d'ailleurs. Un bouquin que j'ai envoyé, comme on dit, aux maisons d'édition, les grandes maisons d'édition de la place de Paris, qui m'ont tous, salut Cyril, salut Valérie, dû leur petite lettre habituelle, donc ceci n'entre pas dans notre ligne média, blablabla. Cela dit, j'étais quand même content d'avoir certaines réponses. Et je suis tout à fait conscient aujourd'hui que ce roman tel qu'il est ne méritait pas plus que ça. Donc, ce qui s'est passé derrière, c'est que courant 2005, j'ai laissé ce manuscrit là dans les tiroirs, et puis j'ai laissé passer quelques années encore avec ce manuscrit-là planqué. Derrière, en 2015, je me suis mis à animer un atelier d'écriture dans le village où j'habite. Et puis là, ça a été un petit peu comme un déclic pour moi, puisque le fait de se mettre à écrire comme ça au cœur d'un atelier, ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier, et la plume m'a titillé à nouveau. Donc j'ai ressorti cet ouvrage-là du tiroir, et je l'ai complètement reformulé. En fait, j'ai pris le tapuscrit imprimé avec tous les chapitres, et j'ai littéralement découpé au ciseau les différents chapitres que j'ai éclatés, que j'ai à l'époque, la première version était divisée en trois parties. Moi, je vais trinquer avec vous, Valérie et Tony, mais je suis à l'eau. Hein. Voilà, j'ai dit la semaine. Bon, désolé, Raph, pas de binouze. Donc, j'ai redécoupé pour le monter un peu plus de façon plus actuelle, plus suspense, thriller, page turner, etc. Je l'ai démonté, j'ai rajouté des scènes, j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté de la psychologie à ces personnages, tout ça en collaboration avec ma femme qui, dans le moment de scénarisation des bouquins, on travaille beaucoup ensemble parce qu'elle a beaucoup de bonnes idées. Donc on a vraiment redécoupé tout ça. Et puis le bouquin finalement, c'est à doubler de volume pour arriver à ce bouquin-là. On a donc pu éditer en 2016, puisque là en 2016, donc par on va dire de certains hasards et de certaines rencontres, j'ai pu, on va y arriver, me retrouver chez un petit Frédéric Douin, donc édition Douin,
Et ce petit éditeur, quand il a lu le manuscrit version 2, il m'a dit « Ok, tout de suite, je le veux, on va le faire ». Donc voilà, ça a démarré là, on va dire, la grande aventure pour moi. Enfin, c'était encore qu'une petite aventure. Alors, Aurélie, trouble jeu, pas double jeu. Trouble jeu, J-E. Ça, c'est le petit jeu de mots aussi, parce que c'est le jeu du personnage principal, c'est son moi, on va dire, qui est troublé lorsqu'il va se rendre compte de pas mal de choses. Donc, ça a donné ça, trouble jeu, qui, justement, pour en revenir à l'histoire, ce bouquin est un suspense familial qui va tourner autour de la PMA, la procréation médicalement assistée, à laquelle je n'avais pas eu recours à l'époque de notre désir d'enfant, mais qui s'est trouvé être au cœur de cette intrigue-là. Voilà, donc on passe là-dessus, Trouble jeu, le premier roman, 2016, qui a été publié le 11 septembre 2016, donc le jour de mes 40 ans. Donc j'étais tout ravi, super content. Et effectivement, Florian, Trouble jeu, c'est le premier que tu as découvert dans ma série. Et ce qui se passe après, c'est je me dis, tiens, on va changer la couverture. Bon, c'est tout, c'est le même bouquin, mais je voulais changer. Donc ça, c'est la première d'ailleurs, et ça, c'est la deuxième. Mais enfin, peu importe. Voilà. Donc, à l'issue de Trouble jeu, qui a été vendu, alors, les éditions Douane, sont vraiment super. C'est un petit éditeur qui fait le boulot. Ce petit éditeur, malheureusement, n'a pas les moyens, les reins solides pour me diffuser suffisamment. Et au final, en 1 an et demi, j'ai touché 500 lecteurs, en gros, que ce soit en version papier, en version électronique. Voilà, 500 lecteurs que j'ai quasiment moi-même démarché un par un. C'est vous savez, le premier cercle, comme on dit, les amis, la famille, puis ensuite les amis des amis, et ainsi de suite. Mais également quelques lecteurs sur Facebook, entre autres, sur des groupes de lecture, s'appelait notamment Au fil des livres à l'époque, ce groupe-là. Et puis avec le bouche à oreille, mon nom a commencé un petit peu à tourner. Et puis après, j'ai eu une deuxième idée qui m'est venue. Et cette deuxième idée, au fur et à mesure, j'ai pu voir un peu ce qui se passait dans le monde de l'édition. Puis j'ai découvert un peu par hasard ce monde de l'auto-édition. Et là, je me suis dit, écoute, t'as rien à perdre, on va tenter le coup, on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'en parle aussi à mon éditeur. J'ai dit, écoute, voilà, t'es sympa, on est tous sympas, mais on va essayer autre chose, quoi. Il me dit, pas de souci, tu fais comme bon te semble. Et là, je sors ce bouquin-là, Un frère de trop, dont voici la version auto-éditée, qui est paru en novembre, fin octobre, début novembre 2017. Et alors là, d'un seul coup, là, ce qui s'est passé, les étoiles qui se sont bien alignées comme on veut, etc. Ce bouquin est devenu numéro 1 des ventes sur Kindle au bout de quelques jours. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais surtout pas pourquoi. Il est resté plusieurs semaines, 5 semaines, je crois, dans le top 3 en gros d'Amazon, quoi. Puis ensuite 6 mois dans le top 50, 1 an dans le top 100 sans en sortir. Donc un truc incroyable, ce qui fait qu'au final, ce bouquin, en 1 an, a touché 35 000 lecteurs. Donc j'ai pu en discuter avec certaines personnes d'Amazon qui m'ont dit que c'était quand même fréquent. Donc je suis super heureux de ce qui m'est arrivé. Après, je ne peux pas donner de recette, malheureusement, à dire pourquoi ça a fonctionné, pourquoi d'autres auteurs ne fonctionnent pas pareil. Voilà. Après, tout ce que je sais, c'est que il y a que 100 places dans le top 100 par définition. Et donc, malheureusement, on peut pas number one. Voilà. Alors, est-ce que c'est le thème là, secret de famille, une saga familiale autour de plein de secrets dans une famille de la Côte d'Azur, ainsi de suite. Le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Les chroniqueurs ont beaucoup
partager, on fait pour le succès de ce bouquin, je pense. Donc voilà, je suis super content. Et puis, ce qui devait arriver arriva, c'est que à ce moment-là, j'ai les éditeurs qui commencent à s'intéresser à moi, ces fameux grands éditeurs, ces grandes maisons d'édition que j'avais contactées 5 ans plus tôt, qui m'avaient envoyé des lettres de refus stéréotypées. Ces éditeurs-là viennent me voir. D'un coup, ils m'envoient un mail, ils me téléphonent. J'ai Albin Michel d'abord qui arrive. Ils disent ok, on va voir. Donc Albin Michel, finalement ça s'est pas fait avec Albin Michel, et puis ça s'est fait donc avec Michel Lafon, donc Philippe Savin, je précise bien, donc Michel Lafon et non pas Philippe Lafon. Robert Laffont, voilà, du coup moi je m'en mêle les crayons aussi. Et du coup on a cette version maintenant qui existe aux éditions donc Michel Lafon. Depuis 1 an à peu près, un peu plus d'1 an maintenant, donc ils ont repris cette version-là. Voilà. Alors il y en a qui aiment bien la couverture d'avant, d'autres qui préfèrent la couverture de maintenant. De toute façon, il y aura toujours débat sur les couvertures. Mais en tout cas, voilà, quelque part, cette version brochée maintenant ne m'appartient plus. Elle est chez Michel Lafon, et même si ça n'a pas été un énorme carton, bien au contraire, eh bien, je suis quand même super content d'avoir pu ligne à mon CV. Voilà, donc je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un auteur hybride, puisque j'ai un pied quelque part dans l'édition traditionnelle, et puis certaines surprises arriveront aussi en cours d'année. On aura l'occasion d'en reparler, je ne vais rien dire maintenant. Donc j'ai un pied dans l'éditionnel et un pied dans l'auto-édition, donc voilà, je reste un auteur qui est très heureux de l'être, parce que d'un côté il y a une certaine forme d'exposition, on va dire, chez un grand éditeur, même si il faut bien faut pas se leurrer non plus, il faut bien savoir que lorsque des lecteurs viennent vous chercher, malheureusement en tête de gondole dans leur sortie, au niveau de leur publication, lorsqu'un éditeur comme Michel Lafon va sortir 250 à 300 bouquins par an, on sent bien que ils vont pas pouvoir faire le boulot de mise en avant pour tout le monde. Ça, je peux bien le comprendre. Donc parfois, ils ont besoin de remplir leur catalogue et du monde dans l'auto-édition. Des fois, ça cartonne, ça marche un max. On a des exemples évidemment comme ça, tels que Aurélie Valognes, par exemple. Voilà, ça a fonctionné magnifiquement bien. Alors, oui, effectivement, ça peut ouvrir des portes, notamment certaines portes de salon des salons parfois qui n'ouvrent pas leurs portes aux auto-édités, effectivement. Mais on va pas forcément vendre non plus des centaines de bouquins dans un salon. Est-ce que le fait qu'il soit sorti chez Michel Lafon m'a vraiment permis de toucher encore plus de lecteurs, me demande Linda? Je sais pas, j'ai pas vraiment le recul suffisant pour me rendre compte de ça. Par contre, ça m'a peut-être donné un certain statut un peu différent, une marche supplémentaire atteinte, parce que je vois par exemple que la version e-book à présent, qui était à l'époque à 3,99 €, le Kindle, aujourd'hui a été fixé par Michel Lafon à 9,99 €, et ce bouquin continue à se vendre même à ce prix-là, parce que il est estampillé Michel Lafon, faut pas se leurrer. Un auto-édité de base, je dirais, comme je le suis pour les autres bouquins, comme peuvent les copains, un auto-édité de base qui va mettre son bouquin Kindle à 9,99, il va pas en vendre, quoi. Donc je sais que quelque part ça m'aide aussi à rester, à pouvoir avoir ce statut d'auteur qu'on aime bien, qu'on apprécie au fil des bouquins, et pour lesquels on est à mettre 10 balles dans un Kindle au lieu de 3 ou 4 €, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais pour la suite, je suis super content malgré tout d'avoir d'être dans ces deux mondes-là. Entre-temps, en fait, entre la version
1 d'un frère de trop et la version 2 d'un frère de trop, j'ai écrit d'autres choses. J'ai écrit celui-ci, 30 secondes avant de mourir. Salut Christophe, merci d'être passé. Et puis, il y aura là éventuellement pour la suite. Donc 30 secondes avant de mourir, alors là on est dans le thriller pur et dur, un thriller à l'américaine, puisque d'ailleurs ça se passe à New York, Manhattan. Et ce bouquin-là donc est sorti en mai 2018, ouais, ça fait 2 ans. Je suis super content d'avoir fait ce bouquin-là et d'avoir pu mettre le mot fin, sur les pelouses de Central Park. J'avais prévu un voyage à New York pour cette période-là et j'ai kiffé. Je voulais vraiment c'était pas que pour ça, mais je voulais m'imprégner des bruits, de tout ce qui pouvait se passer à New York pour pouvoir peaufiner ce bouquin. Donc je l'ai fini là-bas à New York lors d'une semaine vraiment fantastique parce que New York c'est absolument magnifique. Et puis voilà, terminer son manuscrit là-bas, c'est génial. Et puis pour la petite anecdote en plus, j'ai eu la chance alors je vais me la péter un petit peu, mais j'ai eu la chance à New York juste avant de partir, de passer alors voilà, par le biais d'une amie commune, etc., de pouvoir rencontrer en fait Marc Lévy, et donc de passer avec lui 1 heure dans un thé à papoter littérature, à papoter de choses et d'autres en bas de chez lui, puisqu'il habite à New York. Donc là, c'est un des moments les plus sympas, les plus ahurissants et anecdotiques de ma jeune carrière d'auteur, de pouvoir partager ce moment en intimité avec le grand lui quand même. Donc voilà, ce bouquin est sorti donc en auto-édition. On doit être à 15 000 lecteurs pour celui-ci à présent. Voilà, je suis super content de ce résultat-là. Après, qu'est-ce qui se passe après? Étant donné qu'avec Michel Lafon, j'étais dans une clause d'exclusivité, enfin pas d'exclusivité, mais de préférence avec eux au niveau contractuel, leur clause disait que à chaque nouveau bouquin, je devrais présenter le manuscrit avant de pouvoir faire quoi que ce soit, et s'ils me le refusent, donc j'en fais ce que j'en veux. Bon, donc moi j'avais terminé ce bouquin-là, ce petit bouquin, qui, voilà, celui-ci, il est très particulier parce que donc j'ai pas eu besoin de le présenter à Michel Lafon, je voulais vraiment le sortir tout seul, celui-ci, puisque ce n'est pas du tout un polar, ni un thriller, c'est un drame, mais un drame optimiste, un drame qui peut faire peur à certains lecteurs parce que ça va toucher au thème de la maladie, puisque c'est un ado qui est atteint de mucoviscidose. Mais en fait, pour ceux qui l'ont lu, ils savent très bien que c'est pas du tout un bouquin qui va tomber dans le pathos. C'est vraiment une leçon de vie, une leçon de courage de la part de ce petit bonhomme Jules, qui n'a qu'un rêve, c'est d'aller voir jouer Federer à Wimbledon l'année suivante, et qui convainc son père en fait de l'emmener, non pas en avion, non pas avec mais d'y aller à vélo, en tandem, parce qu'ils ont aussi de se rapprocher l'un l'autre, ils ont besoin de se rapprocher l'un l'autre, voilà, du fait de leur histoire passée. Donc ce bouquin, très heureux d'avoir fait, très différent de tous mes autres. Je pense qu'il mérite d'être plus lu, parce que curieusement, je crois qu'il y a que grosso modo 1500 personnes qui ont lu ce bouquin, comparé aux 35 000 d'un frère de trop, ou même aux 15 000 de secondes. C'est vraiment dommage d'ouvrir. Voilà. Alors, c'est le moins lu de tous mes bouquins, et pourtant, au niveau qualitatif, c'est celui qui a les meilleures notes sur Amazon. C'est celui qui a été sélectionné donc en 2019 par le jury des plumes francophones d'Amazon pour donc figurer parmi les 5 finalistes du jury de cette année-là. Et voilà, donc il n'a pas porté le prix à peu de choses près, me disait Aurélie Valogne lors de la cérémonie de remise des prix, à très très peu de choses près, ça s'est joué à pas grand chose.
pour qu'il ait ce prix du jury, mais qu'il soit déjà finaliste. Moi, je suis super heureux parce que voilà, j'ai écrit ce bouquin. Alors, je pas envie de dire parce que c'est pas du tout le cas. Je peux comprendre que certains auteurs aient besoin de sortir leur trip pour écrire un bouquin. J'ai sorti plus le cœur, et c'est pas inspiré de ma vie. C'est pas, j'ai pas de gamin atteint de muco, mais j'ai rencontré énormément de gamins. Enfin, j'ai rencontré des gamins atteints de muco, j'ai rencontré des gens de l'association Vaincre la muco, j'ai rencontré des kinés, j'ai assisté à des séances de kiné-respi, etc. pour bien m'imprégner de ce bouquin-là, et pour arriver à quelque chose qui, en fait, est plus là pour montrer, pour arriver à montrer le quotidien, en fait, des familles avec un gamin atteint de muco. Et là, actuellement, du coup, pendant le confinement, je pense énormément à ces gamins-là, atteints physiquement, déjà dans leur justement au niveau pulmonaire, qui doivent, dans cette période de confinement et de Covid, ça doit être une horreur sans nom, quoi. Déjà qu'ils sont fragiles en période normale, ils risquent d'attraper n'importe quelle merde. Il n'y a pas de virus terrible qui circule. Et ben voilà, ces gens-là aujourd'hui, ça doit être vachement dur pour eux. Ils doivent vachement flipper, mais malgré tout, tous ceux qui sont atteints de muco en règle générale vivent avec un optimisme puissant, et j'espère que je vais bien faire sentir là-dedans. Et cet optimisme les rend vraiment joyeux malgré une échéance qui heureusement est de plus en plus lointaine, mais qui est toujours présente dans leur tête, quoi. Voilà. Bon, allez, je passe là-dessus parce que on va pas se mettre à parler comme ça de choses qui sont tristouilles. Et bon, voilà. Donc je vois que ça permet à certains de... Oui, il y a eu des coups de cœur pour ces 8 minutes, effectivement. J'en suis vraiment heureux pour le petit Jules, qui est un personnage qui ne me quitte jamais, celui-ci. Surtout comme quand Raphaël le disait tout à l'heure, surtout en cette période de confinement où Wimbledon est annulé pour cette année, pas repris, il est annulé. Bah ouais, ça fait penser à ce bouquin-là, quoi. Donc voilà. Et puis on en arrive au dernier qui est paru, c'est-à-dire Le voisin d'en face. Ce voisin d'en face qui a un bon petit pavé aussi, hein, qui est un thriller. Alors c'est un thriller soft, hein. Moi je fais en général dans le thriller soft, je vais pas dans le gore, je vais pas dans le violent à outrance, je vais surtout dans la psychologie des personnages. Et ce que j'aime surtout dans tous mes bouquins, que ce soit 30 secondes, que ce soit Un frère de trop, ou celui-ci, c'est jouer avec le lecteur, m'amuser à l'emmener vers des voies, voilà, je le prends par la main, je l'emmène voir des choses, je lui dis des choses, et puis le lecteur il y va à pieds joints, et puis j'aime bien le retourner à un moment donné, avec quelques belles surprises. Et je sais que celui-ci, les gens ont parfois la mâchoire qui tombe sur les toutes dernières révélations, et ont souvent envie de le relire une deuxième fois, ne serait-ce que pour aller voir à quel moment ils se sont fait piéger par l'auteur. Donc ça, j'aime beaucoup, moi. Je dirais pas que chaque mot compte dans mes bouquins, on peut écrire 100 000 mots ou 110 000 mots importants, mais je choisis quand même beaucoup certains mots lorsque j'écris mes phrases ou certaines tournures de phrases. Voilà, parce que c'est important, je trouve. Pas forcément le fait de faire de belles phrases, mais le fait de pouvoir emporter l'esprit de lecteur, emmener le lecteur là où je veux l'emmener, quoi. Voilà. Donc, tour de ce que j'ai pu produire en termes de romans jusqu'à aujourd'hui. Donc, juste le petit rappel. Je vais quand même aller chercher la nouvelle couve
Ce sera plus parlant. Donc le jeu aujourd'hui, c'est celui-ci, le premier roman. Ensuite, on est dans Un frère de trop. Après ça, on a eu 30 secondes avant de mourir. On a eu 8 minutes de soleil en plus. Et on a eu Le voisin d'en face. Alors ce voisin d'en face qui, pareil, je croise les doigts, je suis super content. Et je pense que, je vais pas me leurrer, mais je pense que le succès des précédents a fait que il y a pas mal de monde qui me connaît déjà et qui a envie de découvrir d'autres bouquins. Et ce bouquin-là, voilà, ça fait 5 mois qu'il est sorti. Il est toujours dans le top 50 des ventes. Je suis super heureux. Il n'a pas bougé du top depuis de sortie. J'ai déjà plus de 10 000 lecteurs aussi pour celui-ci. Je suis ravi, quoi. Ravi, c'est que demander de plus pour un auteur que d'avoir des tonnes de lecteurs. Enfin, moi, j'écris pour ça. Je veux dire, j'écris pas des bouquins pour avoir le prix Goncourt, le Médicis ou n'importe quel autre prix. Ça, je m'en balance un petit peu. Même si, comme je le disais tout à l'heure, j'étais super heureux d'être reconnu par cette place de finaliste du prix du jury pour 8 minutes, parce que c'est un bouquin vraiment que j'apprécie très différemment des autres. Après, les thrillers, les arts que j'écris ou les suspens, c'est vraiment des bouquins que j'écris pour le plaisir du lecteur, c'est tout, pour le plaisir. Je ne cherche rien d'autre. Je cherche pas à dire que j'ai fait un chef-d'œuvre. Certains, j'entends souvent crier au chef-d'œuvre. D'ailleurs, un chef-d'œuvre, on ne peut pas dire que c'en est un tant que l'auteur n'est pas mort, a priori, puisque le chef-d'œuvre, c'est par définition ce qu'il y a le plus haut, le chef, la tête, ce qu'il y a de plus haut dans l'œuvre de l'auteur. Donc le chef-d'œuvre, il reste peut-être encore à écrire. D'ailleurs, c'est peut-être mon chef-d'œuvre, on va dire, le summum de ce que je vais écrire. Ce sera peut-être ce que j'ai écrit en 20 ans. Donc on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Après, je sais que certains auteurs m'ont dit que je m'améliorais de bouquin en bouquin, que fois c'était encore mieux. Écoute, tant mieux, c'est génial. Je veux dire, tant que je suis dans cette dynamique. Mais à un moment donné, quand on arrive en haut de la montagne, de toute façon, on peut que redescendre, hein, on peut pas rester non plus. C'est un peu comme le Covid, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, après, il y a un plateau, et puis ça redescend. On peut pas être bon tout le temps, et je sais qu'un jour, je crains, et c'est normal, on peut pas faire que des bons bouquins, et à un moment donné, on se plante, hein. On se plante. Pour l'instant, je croise les doigts, je touche du singe, ça fonctionne. Donc vraiment, vraiment génial, quoi. Donc ouais, je vais essayer de pas mourir tout de suite, hein, même si là, en cette période de Covid, je psychote un petit peu, moi je somatise un peu, j'ai les poumons un peu oppressés comme ça, je tousse un peu mal à la gorge, machin, mais bon, c'est rien comparé à une personne qui ont eu tout ça déjà. Et bon, vous avez peut-être pu voir sur mon profil, j'ai perdu une personne de cette merde-là, une personne de ma famille. Donc voilà, je rigole pas avec ça, mais en tout cas, j'écris là pendant cette période, et justement, ce que je disais en préambule de ce live, j'écris et je me laisse pousser la barbe. Donc là, mon prochain roman sera dans la veine, on va dire, d'un frère de trop, justement. On va retrouver cette ambiance avec des secrets de famille, avec des secrets au sein d'un village. Donc là, on va changer de décor à nouveau. Et on va partir en Normandie, dans le Calvados, tout à côté de Deauville, puisque ça se passe plus ou moins dans le monde des courses hippiques, et que Deauville est plutôt bien connu pour ce genre de choses. Donc voilà, j'avance bien, je suis à 85 000 mots au moins, donc c'est déjà un bon petit pavé qui devrait avoisiner à peu près les 100 000, 110 000 mots, comme le voisin d'en face ou comme un frère de trop. Voilà, je sais par exemple que ma femme me dit toujours qu'elle aime bien les bons gros pavés lorsqu'elle lit du thriller, du suspense. Quand ça va trop vite, que les choses soient amenées trop rapidement, que les révélations arrivent trop vite. Elle aime bien prendre le temps
de détailler tout ce qui est autour des personnages et de prendre le temps de bien les mettre en place, ainsi de suite. Je pense que c'est vachement important de prendre le temps dans ce genre de littérature, quoi. C'est pour ça, c'est pas pour ça, mais ce bouquin 8 minutes est très court, hein, c'est 33 000 mots, donc c'est un tiers du voisin d'en face. Mais c'est pas du thriller, donc on est dans un road trip. Ce bouquin-là, c'est un road trip, donc assez linéaire en plus comme construction, même s'il y a des flashbacks qui permettent de comprendre ce qui a pu se passer entre le père et le fils. Mais ce road trip, voilà, ça s'écrit bien, ça se lit bien, et on n'a pas besoin de tirer à la ligne. Et puis il n'y a pas 100 000 personnages non plus, alors que dans Un frère de trop, on a 12-13 personnages principaux. Dans Le voisin d'en face, il y a pas mal de personnages. Dans mon prochain, c'est pareil, il y a énormément de personnages, ça s'entrecroise pas mal, et pas mal de secrets croisés, quoi. Donc oui, je disais quand même, là justement, j'aime bien aussi changer dans mes différents bouquins, puisque moi, en fait, au moment où j'écris, j'aime voyager tout simplement pendant l'écriture, et ensuite faire voyager le lecteur aussi dans mes histoires. Du coup, à chaque fois, j'ai changé. Le Trouble Jeu, le premier, se passait, comme souvent dans un premier roman, je pense qu'on écrit bien que ce que l'on connaît. Donc ça se passait dans ma région, hein, du côté de Besançon. Voilà. Le deuxième, Un frère de trop, je suis parti sur la Côte d'Azur, du côté de Nice. Le troisième, 30 secondes, on en a parlé, donc ça se passe à New York. Le quatrième, Un frère de 8 minutes en plus, du coup, se passe dans le nord et puis en Angleterre, donc dans le nord du côté de Béthune. Et puis Le voisin d'en face se passe en 3 endroits principaux, on va dire: Paris, Lyon et Alicante en Espagne. Voilà, donc à chaque fois j'aime bien voyager. C'est souvent des lieux que je connais déjà, où je suis déjà allé, donc ça me permet aussi d'écrire plus facilement dessus. Et le prochain se passe donc dans le Calvados. Là aussi, un endroit où j'avais passé des vacances il y a quelques temps. Et j'espère que je vais arriver à le boucler très rapidement. Donc je pense pouvoir le publier courant juin. Voilà. Voilà. J'espère que le Covid va me laisser tranquille jusqu'à cette période-là, ne pas être alité avec de la fièvre ou quoi. Parce que voilà, je touche au but de ce bouquin, j'espère qu'il plaira. Je sais que mes bêta lecteurs ont déjà bien aimé le premier tiers que je leur ai envoyé. Alors là, je sais qu'il y en a aussi d'ailleurs qui sont là à côté dans le live, certains bêta lecteurs qui attendent la suite. Là, curieusement, j'ai écrit un petit peu les chapitres dans le désordre. Et après je vais refaire le montage complet, donc il me faut un peu de temps pour arriver peut-être au bout de l'histoire et la monter avant d'envoyer au bêta lecteur cette version quasi finale. Merci Philippe d'être passé, et puis bonne continuation à toi aussi. Voilà. Alors avant de dérouler un petit peu les questions que j'aurais zappées, je voulais quand même vous parler de ma deuxième casquette d'auteur, parce que oui, en général, je suis un peu étiqueté polar, thriller et suspense, secret de famille entre autres. Et puis, mais j'ai aussi quand même à côté de ça la casquette du poète. Le poète, voilà, de temps en temps, j'écris quelques poèmes. Et alors je sais que ça se vend pas, mais j'ai besoin de temps en temps. Des fois le matin après le café, je me pose un quart d'heure, une demi-heure, et puis il y a un poème qui vient. Et puis je compile ça de temps en temps. Donc j'ai eu l'occasion de faire ce bouquin-là, ce recueil de poèmes, Envers et contre tout, sur des poèmes écrits grosso modo depuis 2004 jusqu'à 2015 à peu près, donc qui vont parler de moi, de la famille, de la nature, des choses comme ça. Ensuite, j'ai commis ce petit truc là, il s'appelle Vertige. Vertige, en fait, c'est très particulier, c'est un hybride entre les romans et la poésie, puisque c'est un roman, ça suit l'histoire d'une même personne, d'un homme, de sa naissance jusqu'à sa mort, au travers de différents tableaux. La naissance, l'enfance, l'âge adulte, l'ado, l'âge adulte, la vieillesse, etc. Et c'est un roman en 1300 alexandrins. Voilà, je me suis amusé à tout faire
en alexandrin, rimé, etc. Ce bouquin d'ailleurs, je l'ai écrit dans une pause de 3 mois durant l'écriture d'Un frère de trop. J'en avais un peu marre du roman Un frère de trop, je voulais sortir de ces personnages, ça me prenait la tête. J'ai coupé, pendant 3 mois j'ai écrit ça en gros, et après j'ai repris Un frère de trop plus sereinement. Et puis le petit dernier, là, qui est sorti une semaine après, c'est Univers, là aussi, différents poèmes sur des thématiques qui me sont chères. Donc, si l'envie vous prenait de découvrir aussi cette autre facette, et ben faut pas hésiter, hein, j'ai cette plume à côté qui me permet de sortir quelques poèmes sympas. J'aime beaucoup cet exercice. Alors, je remonte un petit peu de et puis je vais essayer d'aller découvrir certaines de vos questions que j'aurais zappées. Donc ça, ouais, je suis monté d'une marche dans l'édition, bah oui, un petit peu, mais des fois on monte d'une marche puis on descend de deux, hein. Voilà. J'aime le couscous de chez Dutesse, ouais, c'est vrai. On a partagé un beau couscous à Paris l'année dernière, à l'époque où on pouvait se réunir ensemble, euh, évidemment, euh, on ne peut se réunir qu'ensemble, mais c'était lors du salon du livre de Paris, ouais, l'année dernière. Marianne qui est par là et qui est en retard, mais c'est pas grave, et puis qui est peut-être encore là pour le moment où je parle de poésie. Donc je sais que tu es à la fois une grande lectrice de poèmes et une grande auteure aussi de poèmes, hein, puisque tu en fais très très régulièrement. Oui, la cerise sur le gâteau, cette rencontre avec Lévi, c'est vrai. Alors voilà, William me demandait si je devais connaître les lieux pour le situer dans mes romans. Alors oui, en majorité, je connais les lieux. Après, j'aime aussi justement cette période d'écriture et la période qui précède notamment l'écriture et qui constitue tout ce temps de recherche. Et ça, j'adore parce que je suis très curieux de tout. Donc, j'aime rechercher des tas d'informations sur les lieux, sur les villes, sur voilà les domaines dans lesquels je vais situer mes romans. Par exemple, pour Un frère de trop, je me suis énormément documenté sur le monde de la voile, puisque il y a des scènes qui se passent sur un voilier, des scènes très importantes. Évidemment, je me suis beaucoup documenté aussi sur les corps des noyés, par exemple, auprès de médecins légistes, etc. Pour le dernier là qui est en cours d'écriture, comme ça se passe dans le monde des courses hippiques, je me suis beaucoup renseigné aussi, j'ai beaucoup lu de bouquins sur la question, j'ai suivi plein de choses sur la chaîne Equidia évidemment, j'ai pu échanger énormément avec mon ami Jean-François Pré, qui est auteur également de polar maintenant, mais qui auparavant est monsieur hippisme sur TF1. Je suis allé voir des courses à Vincennes avant que les hippodromes ne soient fermés aussi pour cause de Covid. Voilà. Donc oui, j'adore me renseigner sur tout ça et faire voyager le lecteur également. Donc je lis pas mal. Merci la Céline, Raphaël, pour cette petite mention comme quoi vous avez eu un coup de cœur de 8 minutes et je suis vraiment content de le savoir. Ouais, voilà, bah oui, il y en a qui vont le mettre pâle, du coup, 8 minutes, ouais, c'est sympa comme tout. Je suis vraiment content que les gens aillent le découvrir, celui-là. Il mérite vraiment. J'ai beau faire de la pub, j'ai beau dire ce que je veux. Là, j'ai fait un post récemment où je disais que pendant toute la période du confinement, les bénéfices générés par la vente de ce bouquin, que ce soit en e-book, en brochet, donc tous les bénéfices qui seront générés par ce bouquin, je vais les reverser à l'association Vaincre la mucoviscidose, parce que voilà, je trouve que en cette période, les pauvres gosses atteints de muco doivent flipper quoi. Rime de Berbuy ou Rhyme de Berbuy, une amie récente d'ailleurs, je crois. Thriller Soft, exactement ce qu'il me faut, et moi c'est exactement ce que j'aime écrire, donc voilà, on va s'entendre. Tous mes thrillers sont à peu près soft quand même. C'est des thrillers
oblique, quoi. Voilà, c'est pas du Maxime Chatham, on n'est pas dans Invincible. Voilà, je pense que ça peut être lu de 15 à 90 ans. D'ailleurs, mon plus vieux lecteur, je sais pas si lui est là, mais c'est son papa, là, qui a 93 ans, qui a lu tous mes bouquins et qui a adoré. C'est des bouquins qui peuvent être lus par des hommes, dames. Je pense aussi qu'il fait le succès de ces bouquins, hein. Je veux bien, c'est que c'est passe-partout. Alors, j'ai entendu dire de moi que j'étais un peu le Marc Lévy, le Guillaume Musso de l'auto-édition, parce que mes bouquins peuvent être sont remplaçables par d'autres bouquins, que c'est peut-être ni de la grande littérature, ni un truc exceptionnel, voilà. Mais encore une fois, je m'en fous. Et moi, je préfère être lu par 35 000 personnes de classe moyenne, comme je veux dire, que par 500 réels. Ça, voilà. Non, mais clairement, moi, c'est ce que je veux, quoi. Toucher les gens et leur faire plaisir. En fait, si j'étais américain, si on vivait là aux États-Unis, d'ailleurs, ça me ferait un peu chier d'avoir Trump comme président, et puis voilà, ça c'est autre chose. Si on était aux États-Unis, je serais ce qu'on appelle un entertainer, c'est-à-dire une personne qui divertit les gens. C'est du divertissement ce que j'écris. Voilà, si on peut lire mes bouquins à 100 à l'heure et ne pas en décrocher parce que c'est facilement écrit, que c'est à la disposition de tout le monde, et puis que tout le monde peut lire, bah c'est génial. C'est ce que je veux, c'est tout ce que je demande. Voilà, Shirley Lefebvre aussi, thriller psy, ça me parle. Et ben faut y aller. Le voisin d'en face, là, le dernier, il est pas mal psy. On entre bien dans la psychologie des personnages, de pourquoi ils font les choses, voilà. J'ai lu dans les critiques certaines personnes qui m'ont dit ah oui, mais on devine tout de suite qui a fait quoi ou quoi. Bon, ok, mais c'est pas le propre de ce bouquin-là. Le propre de ce bouquin-là, c'est de comprendre ce qui a amené la personne en question à faire ces choses-là. Et je trouve que c'est souvent beaucoup plus intéressant de comprendre le pourquoi que le comment. Le comment, ça reste factuel. Le pourquoi, ça reste justement plus psychologique. Alors, je déroule ensuite. Alors, qui dit conquise malgré mes a priori négatifs. Donc, conquise, je suppose, par 8 minutes dont on parlait. Peut-être une petite appréhension au départ d'entrer dans ce roman-là. Et puis, la joie d'en sortir finalement plus avec la banane qu'avec les larmes, quoi. Waouh! Anne-Marie, elle a fait le plein, elle a 5 livres en plus dans sa palle. Alors là, je me prosterne, Anne-Marie. Hop, tir groupé. Donc Claude Leblanc, voilà, hein, on en a parlé là justement du prochain. Je ne dévoilerai pas encore le titre pour l'instant. Je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler avec mon graphiste sur la couverture. Voilà, on avance bien. Alors je scrolle, on va dire en anglais, je déroule avec ma petite souris. Ma femme doit aimer Elizabeth George, ouais, elle en a lu pas mal, elle n'en lit pas plus trop maintenant, mais qui est-ce qu'on aime bien aussi? Lisa Gardner, je crois, elle a pas mal de trucs sur les secrets de famille. Elle a dû écrire un bouquin qui s'appelle Le voisin d'à côté, je crois, ou la femme d'à côté, je sais plus, donc qui peut entrer en résonance avec le voisin d'en face. Stephen King qui dit aussi on écrit bien que ce qu'on connaît, bien évidemment. Ouais. Ken Follett aussi, ouais, en question pavé, il fait des choses pas mal, ouais, c'est un des champions. Je leur ai envoyé un puzzle découpé au ciseau, ouais. Pas mal. Alors, des amateurs de poésie, je vois qu'il y en a, c'est sympa. Le roi du jeu de mots. Ouais, j'essaye, je m'amuse bien avec les mots, ouais, ça fait partie aussi de ce qui me plaît. Je joue beaucoup avec les mots, et avec mes enfants aussi. Ils commencent à aimer jouer avec les mots, ça qui est cool. Un court extrait duquel, Sarah? Un court extrait. Eh ben tiens, voilà, ouais, ok, je vais lire un court extrait. Justement de 8 minutes de soleil en plus, tiens, allez, parce que le voisin d'en face,
je vous invite à aller voir tous sur mon site internet. J'ai un site qui s'appelle sebastientevny.fr, donc tout attaché, Sébastien Tevny sans accent évidemment, .fr. Dessus, vous allez retrouver tous mes bouquins, et sur chacun des bouquins, vous pourrez feuilleter les 3 premiers chapitres. Donc voilà. Mais c'est une bonne idée. Sarah, je vais vous lire un court extrait de 8 minutes de soleil en plus. Tout simplement le prologue. Et puis voilà, on verra si ça vous donne envie d'aller plus loin. Alors ça fait ceci. Pardonnez pour la voix, je suis pas le lecteur le plus sexy. Pour enregistrer genre des audiobooks, ça doit être moche. Bon. Nous nous y attendions tout en le redoutant. Nous nous y refusions, pourtant c'était pour Jules plus que pour nous. La fin était prévue, seule l'échéance restait une inconnue. La souffrance était telle qu'elle avait pris le pas sur sa soif de vivre, son désir de savoir et sa vision enthousiaste des petits bonheurs du quotidien. Pour Jules, la vie était au jour le jour, et pourtant il était, de loin, le plus joyeux d'entre nous. Jules, bien que condamné dès la naissance, nous a appris la vie. Il nous a appris à nous, ses parents, puis à sa grande sœur Lola, à voir le positif en toute chose, à apprécier chaque heure, chaque minute, chaque seconde grappillée à la grande horloge du temps, celle qu'on n'arrête jamais, la roue du temps qui passe quand les hommes trépassent. L'humanité est faite de ces milliards de destins qui succèdent sans jamais perturber la marche du temps. Et parmi ces milliards de destins, il en est un qui est plus que tout à nos yeux, celui de Jules, notre fils. C'est Jules que je veux raconter ici. Jules l'optimiste. Jules qui a traversé la vie aussi vite qu'une étoile filante. J'aimerais mettre en lumière cette fabuleuse aventure que nous avons vécue, lui et moi, l'espace d'une brève parenthèse. Grâce à lui, nous avons pu nous rapprocher enfin, gommer les erreurs du passé. Pour cela, il a fallu que nous nous lancions un défi, sportif tout autant qu'humain. Les pages qui vont suivre sont la compilation des notes que j'ai prises durant toute cette période, une sorte de journal de bord d'une année hors du temps, une année riche en émotions. Bien des années plus tard, lorsque la vie a décidé de nous reprendre notre enfant, j'ai découvert un carnet qu'il avait tenu durant cette même période. De ce carnet, j'ai extrait quelques pages, que j'intercale dans mon récit puisqu'elles illustrent tellement bien l'état d'esprit de Jules et qu'elles complètent si parfaitement mes propres mots. Mon journal et son carnet se répondent, comme un témoignage indélébile par-delà l'absence définitive. Jules qui avait 1 ans au début de cette histoire, Jules qui serait encore si cette putain de muco ne l'avait pas étouffé. Voilà. Donc ça c'est le prologue qui annonce un petit peu la couleur, mais déjà on peut le voir dans ce prologue, il y a effectivement l'inéluctable d'un côté, mais l'optimisme aussi de l'autre, et la soif de vivre du gamin, quoi. Voilà, je déroule un petit peu. Ah oui, conquise par New York, d'accord. As-tu des genres musicaux, des playlists ou des chanteurs dédiés à tes moments d'écriture? Alors, oui, ça c'est une question intéressante et je sais que certains de mes collègues auteurs écrivent souvent avec de la musique ambiante ou de la musique dans les écouteurs. Moi par contre je ne peux pas écouter de la musique pendant que j'écris. Ça c'est quelque chose d'impossible, ça me perturbe trop et surtout lorsque c'est des chansons avec texte et notamment ces fameux textes que j'évoquais par contre je peux très bien écrire en regardant la télé, soit en mute, soit le son très très bas. Bon, pas n'importe quoi. Genre, si j'écris devant la télé, c'est uniquement devant du sport, du tennis notamment, très souvent, ou du basket américain. Donc ça me déconseille pas, au contraire. Quand j'étais gamin, j'ai toujours fait mes devoirs devant la télé également. C'est quelque chose qui fait souvent écho à mon écriture. Après, donc non, j'ai un chanteur dédié effectivement qu'on retrouve en fil rouge dans mes bouquins, c'est Sardou, mais c'est presque devenu un clin d'œil maintenant. Je fais d'un bouquin à l'autre, mais sinon j'ai aussi une playlist assez importante qui est citée dans 30 secondes à nourrir. J'indique d'ailleurs la playlist du bouquin, des choses comme Alléluia par exemple de Jeff Buckley, un truc que j'adore aussi. Il y a dans Un frère de trop, il y a du Johnny Hallyday, il y a du Goldman, voilà, toutes les choses qu'un mec de 40 ans peut aimer.
depuis des années. Oui, Sarah, effectivement, je comprends tout à fait que dans ce cas de figure, ça puisse toucher. Après, j'ai aussi eu des gens qui ont lu ce livre et qui ont un gamin atteint de mucoviscideux et qui l'ont lu parce que ils voulaient aussi retrouver ça et qui m'ont dit c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ce qu'on vit au quotidien. C'est notre quotidien, c'est vachement bien exprimé dans le bouquin, c'est ce qui m'ont remonté, quoi. Mais effectivement, la mort d'un enfant, ça peut empêcher de lire certaines choses, quoi. Alors, Florian, je sais plus qui dit ça, du coup, réponse à Florian. Ah oui, ok. Ça peut faire l'objet d'un rendez-vous de lecture, comme tu es avec Florent Belkacem, ouais. Moi, je me suis amusé l'autre jour à lire des petits extraits de bouquins. Par exemple, j'avais lu des extraits de ce bouquin de Gérard Depardieu, Le Relais. Il y a certains textes que j'aimais bien. Je lirais un de ces quatre aussi, ce truc-là, bouquiner, c'est vachement bien. Voilà, bon, je pourrais le faire sur le groupe si Florian le veut, enfin voilà, pas de souci. Ou sur ma page et on partagera ça. Bonjour Sophie, salut. Marianne me demande si j'aime le jazz. Oui, j'aime le jazz, mais j'en écoute assez peu en fait. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime l'entendre aussi dans les films. Je trouve que le jazz, c'est de la musique qui va très bien avec l'image cinématographique. On pense notamment évidemment à beaucoup de films de Woody Allen, qui est lui-même amateur et joueur de jazz assez féru. Ah, Raphaël me demande si j'ai réécrit quelques poésies ces dernières semaines. Non. Non, la toute dernière, je sais pas, elle doit dater de octobre-novembre de l'année dernière, je crois, quand j'ai terminé ouais, c'est ça, quand j'ai terminé Univers. Là, j'ai été pas mal inspiré. À la fin de ce truc-là, j'en ai écrit une dizaine très très rapprochées. Puis là, après, je me suis jeté corps et âme dans la rédaction du roman à venir. J'ai failli lâcher le nom du roman à venir. Ça me ferait gaffer, hein, ce live-là, faut faire gaffe. Donc, dans le roman. Et enfin, entre-temps, non, je dirais pas que je suis à fond, parce que j'ai eu aussi quelques pauses. Et la particularité de l'écriture de ce roman actuellement, c'est que j'ai 2 romans en cours. Celui-ci qui paraîtra au mois de juin, et puis un autre roman que j'écris à 4 mains, avec une amie auteure que j'ai rencontrée à un salon il y a quelques mois. Et très vite, on en est venu comme une évidence à se dire que il fallait qu'on écrive un truc ensemble. Donc on est dans des univers très très différents. C'est quelqu'un qui écrit, j'allais dire du feel good, mais c'est pas vraiment ça, qui écrit, c'est une personne qui est psychologue et thérapeute de couple et qui écrit des choses. Moi, ça me fait penser, elle s'en défend, mais moi, ça me fait penser beaucoup à Agnès Martin-Lugan. Donc, quelqu'un qui font aussi réfléchir et qui peuvent aider les hommes, les femmes dans leur, on va dire. Enfin, donc voilà, elle écrit ces bouquins-là, ces romans-là, et moi, j'écris des polars et des thrillers. Et la rencontre de ces 2 auteurs va donner un roman à 4 mains que j'espère on va pouvoir sortir dans le courant. Ça peut être sympa. Je pense qu'on en est à peu près à 80% de l'écriture de ce roman-là, donc on a fait du bon boulot aussi, et c'était vraiment jouissif, dans le sens en plus où on l'a écrit de manière épistolaire, sous forme d'échange de mails. En fait, j'avais très envie un jour d'écrire un roman épistolaire, et là, l'occasion a fait le larron, et voilà. Sophie qui me demande si les conditions actuelles ne me gênent pas trop pour le travail d'écriture. Et curieusement, non. J'ai eu un petit peu de mal la première semaine de confinement parce que c'était quand même très différent d'un
il se passait plein de choses qu'on ne comprenait pas, dont on n'avait pas l'habitude. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, moi je me suis confiné depuis quelques mois, puisque l'écriture est devenue quasiment mon activité principale. Donc voilà, écrire aujourd'hui, c'est ce qui m'occupe toute la journée. Donc j'avais déjà ce rythme-là confiné, à la seule différence près que j'étais confiné tout seul et que maintenant il y a femme et enfants autour. Donc c'est ça qu'il faut plutôt gérer, mais ça se passe plutôt pas mal puisqu'il y a l'école à la maison qui est gérée par madame et puis moi qui pendant ce temps-là écris, voilà. Donc je fais mes devoirs en même temps que les gamins, quoi. Donc ça se passe très très bien, puis ils sont cool. Voilà. Bien. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, hein. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a encore des questions qui vous viennent, les questions les plus sérieuses ou les plus farfelues. C'est le moment d'en profiter, vu qu'on approche de l'heure de l'apéro. Je ne sais pas ce qu'en pense notre amphitryon, notre hôte, Florian. Non mais dis donc, je vois qu'on a quand même déjà tapé plus d'une heure. 7. Je suis bavard peut-être, hein. Ouais. Je regarde, je refais un petit tour, voir si je n'ai rien oublié. Raphaël, est-ce que j'ai pu être conseillé par Léon Zitrone? Ouais, Léon Zitrone, le brave. C'était un bon aussi, lui. Ah oui, c'est ça, je viens de comprendre le roi du jeu de mots en titre, euh, Laurel. Effectivement, les titres de mes recueils de poèmes, ouais. Envers contre tout, Vertige et Univers. Ah, c'est vrai. Je m'amuse à ça aussi, avec ces titres-là. J'aurais envie de m'amuser avec les titres aussi des autres romans, mais les autres c'est quand même un peu plus sérieux, quoi, hein. Voilà, on peut pas toujours jouer avec les mots, mais j'adore ça, donc je pourrais le faire à chacun des bouquins. Ouais, c'est ça, donc apéro tout le monde. Donc voilà des questions, non? À la vôtre. Ah, si, tiens, Sophie qui me demande quand je commence un nouveau manuscrit, est-ce que j'ai des techniques particulières pour démarrer? Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de ma technique, tant est que j'ai une technique. En tout cas, pour les thrillers et les polars, je commence. Alors, en général, comment ça se passe une idée de roman pour moi? C'est d'abord, pouf, un titre. Voilà, c'est un flash, quasiment, qui arrive, un titre, et c'est rare que j'en change. Ou alors, une scène de départ, qui est en général un prologue ou un épilogue. Voilà, je l'écris. En général, le prologue, j'écris en premier, paf, je balance ça sans trop savoir où je vais, en tout cas, qui sont les personnages et ainsi de suite. Et après, je me pose au bout du prologue ou éventuellement de 1, 2 ou 3 chapitres et je me fais des fiches personnages. Une feuille par personnage. Je me fais aussi, pour un polar, c'est essentiel parce que faut savoir qui a fait quoi, qui sait quoi sur qui et quand, pourquoi, etc. Ou qui cache des choses à qui, et ainsi de suite. Là, je me fais un tableau croisé avec double entrée, donc les personnages, etc. Et je croise, et ainsi de suite. Je fais aussi avec les âges des tableaux dynamiques qui permettent de bien se repérer dans les dates, puisque j'ai souvent des flashbacks dans mes romans, donc il faut pas se tromper, ne pas décrire un ado alors que la personne a déjà 30 ans, quoi. Exact, leur trouble jeu, c'est aussi un jeu de mots. Et puis ensuite, donc les techniques, c'est rédaction d'un scénario, parfois un chapitrage très détaillé aussi, avec des titres et éventuellement ce qu'il faut découvrir ou pas, ou ce qu'il faut révéler ou pas dans chaque chapitre. C'est assez mécanique en fait l'écriture d'un polar, parce que ça ne souffre pas trop l'à peu près, notamment au niveau des révélations et autres choses à cacher. Voilà. Et ensuite, l'écriture, évidemment. Alors auparavant, j'écrivais sur papier, j'avais plein de petits carnets que je griffonnais, puis après je devais
taper tout, donc c'était assez épuisant, j'avais beaucoup mal au poignet lorsque j'écrivais à la main et qu'ensuite je tapais. Donc depuis le milieu de 8 minutes de soleil en plus, je suis passé à l'écriture sur PC directement. Donc je gagne du temps, mais en fait je ne savais pas, j'avais l'esprit vide quand je tapais au clavier auparavant, il n'y a rien qui venait, par contre ça venait tout seul sur le papier. Maintenant voilà, le déclic est passé, j'ai passé ce cap et j'écris directement sur PC. Voilà, bon, et ben je vais vous laisser. Ça va faire un beau petit live là, je suis très content d'être venu vous parler de tout cela. Merci à Florian de nous avoir accueillis sur ce groupe, de m'avoir accueilli et puis d'avoir ouvert les portes de ce live à ces lecteurs, chroniqueurs, etc. Donc je vous souhaite à tous de bonnes lectures, que ce soit les miennes ou celles d'autres du coin, et surtout de prendre bien soin de vous, de rester chez vous, donc à lire, hein, c'est important, et puis à prendre soin de vous-même et de vos proches surtout, et surtout de vos aînés, qui sont précieux, qui ont une mémoire à nous transmettre et une sagesse à nous transmettre, et il faut les protéger, nos anciens, donc même quand on va être déconfiné, il faut faire gaffe à eux. Allez, à tous, un grand salut, à la vôtre, Élisée. Ciao ciao.